Merci Madame Lantignac, responsable de ce magnifique musée, de m'avoir invitée pour une conférence sur Henri Manuel. Henri Manuel qui est un photographe qui n'est pas très connu, qui devrait l'être davantage parce que c'est un monsieur assez exceptionnel. C'est un monsieur qui a tout inventé concernant les agences de photographie. Jusqu'à l'ère numérique, on n'inventera rien. Tout ce qui paraîtra nouveau aura déjà été fait par Henri Manuel. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose, un personnage assez exceptionnel qui a un peu disparu de l'histoire de la photographie parce que ça n'était pas un maître, d'une part, et d'autre part parce que son fond a été dispersé. Son fonds est encore présent à la Bibliothèque nationale de France, également à la Médiathèque du patrimoine et de la photographie, dans différentes institutions, mais ce sont toujours des fragments de son œuvre et une grande partie de son travail a été chargée à la benne et envoyé, vendu au prix du verre. Donc c'est ce qui explique que ce monsieur a un peu disparu de l'histoire de la photographie. Moi j'ai un compagnonnage avec ce personnage tout à fait exceptionnel dans l'histoire de mes recherches parce que je l'ai retrouvé à différentes périodes de ma vie de chercheur, d'historienne de la photographie. Alors, Henri Manuel était un monsieur qui est né en 1900, qui a commencé sa vie de photographe en 1900, et il avait des frères, deux frères. Il va s'associer avec l'un d'entre eux très brièvement. Et en 1900, il commence à monter un studio. Alors, c'est la fin de l'histoire des grands studios, parce que les grands studios, c'est plutôt au XIXe siècle, le plus célèbre d'entre eux étant le studio Nadar, dont il y a ici, vous avez la chance de voir dans cette exposition, des photographies de Clemenceau par les deux Nadar, c'est-à-dire Nadar père et Nadar fils. Mais cette histoire des grands studios, c'est un peu terminé. Et donc, lui monte quand même ce studio, et très vite, il se sépare de son frère, qui va continuer à naviguer seul, et son frère va monter un autre studio, cette fois-ci avec un autre frère. C'est pour ça qu'il ne faut pas confondre le studio Henri Manuel et le studio GL Manuel Frère. Ce sont deux studios différents, mais disons, de la même famille. Et Manuel va commencer une vie plutôt de photographe de studio. Et il va faire des portraits. Alors, dans un premier temps, je vais vous raconter un peu l'histoire de cette agence. Et puis après, dans un deuxième temps, nous reviendrons plus longuement sur Henri Manuel, portraitiste de Clemenceau. Mais d'abord, pour que vous compreniez un petit peu l'intérêt de ces photos, il faut revenir sur l'histoire de ce studio. Donc, il monte ce studio et tout de suite, alors, par quel mystère? Je n'en sais rien, mais en tout cas, il est tout de suite très proche des milieux politiques. Et il va portraiturer le monde politique et va devenir assez rapidement photographe officiel de la République, c'est-à-dire des instances dirigeantes du gouvernement. Ce qui lui donne naturellement une assise assez importante dans le milieu de la photographie. Et il va acheter très vite, ce qui montre que le studio marchait quand même assez bien, il va acheter un immeuble entier
27 rue du Faubourg Montmartre, un immeuble qui est important, un immeuble sur 5 étages. Vous imaginez, hein, une entreprise de photos sur 5 étages, c'est énorme. Et tout de suite, il va voir très grand, c'est-à-dire qu'il est en liaison avec la presse et la presse commence à avoir besoin de photographies. Ce sont les balbutiements, hein, vraiment les balbutiements. C'est plutôt dans la presse magazine, il n'y en a pas encore tellement de presse magazine. Dans l'illustration, par exemple, les gens ont besoin de photographies. Alors, c'est encore une époque où on n'imprime pas de la photographie, on s'en sert comme modèle pour faire des images qui vont servir ensuite dans la presse. Et on a besoin de portraits, c'est surtout des portraits, et donc lui va être grand fournisseur de portraits. Et puis tout de suite, il passe du monde politique au monde des arts, au monde des lettres, au monde religieux, les instances religieuses, enfin, tout le Gotha parisien se précipite chez lui et naturellement, dans cet immeuble qu'il a acheté, il a énormément de surface, donc il va pouvoir installer des choses. J'ai découvert ça très très récemment, à la suite de la lecture d'un article de presse de l'époque. Il va installer une galerie de photos pour exposer ses propres photos et en même temps de la peinture. C'est vraiment une galerie. Alors vous voyez, quand dans les années 80, Christian Cojol installera une galerie en référence, galerie Vue en référence à l'agence Vue, on dira que c'est vraiment d'une grande modernité, mais Henri Manuel l'avait fait 80 ans avant. Et non seulement il installe une galerie, mais il installe une salle de presse. C'est-à-dire qu'il met à disposition des locaux pour permettre aux journalistes qui vont venir, qui vont prendre les photos, de pouvoir rédiger tout de suite leur article et pouvoir l'envoyer rapidement. Vous voyez ? Donc on est vraiment dans la modernité assez exceptionnelle. D'ailleurs, dans ces annonces, notamment dans le Bottin, il mentionne bien qu'il y a un ascenseur. Vous voyez, donc c'est vraiment la modernité dans toute sa splendeur. On est quand même qu'en 1902-1903. Hein. Et pourquoi un ascenseur? Parce que le studio est naturellement au dernier étage, à la lumière du jour. Et donc, pour éviter aux gens de monter les 5 étages, il y a l'ascenseur. Donc on est vraiment dans la modernité totale. Et ça fonctionne un peu, si vous voulez, le studio fonctionne un peu comme le studio Harcourt. C'est un peu le même principe, c'est-à-dire que à la fois le studio, il y a Monsieur Henri Manuel qui fait les photos des personnages importants, et puis il a une armada de photographes qui photographie les gens de moindre importance qui viennent dans ce studio renommé. Voilà un peu comment cela fonctionne. Et donc, il y a des étages qui correspondent aux différents travaux du studio. Et très vite, le studio va prendre de moins en moins d'importance et l'agence photographique de plus en plus, parce qu'il fait de plus en plus de reportages. Et il va faire du reportage non seulement en France, mais il va même aller jusqu'en Russie. Il va suivre des fronts de la guerre de 14.
et il va se rendre sur le terrain pour faire vraiment du reportage. Donc vous voyez, on a à la fois le reportage pour la presse, le studio. Manuel, en fait, il instaure aussi, il rassemble plutôt ce qui est souvent présenté comme une dichotomie dans l'histoire de la presse et de la photographie, c'est-à-dire qu'on fait toujours la différence entre photographie de presse, hein, les grandes agences de presse, c'est Magnum, oui Magnum, mais enfin non pardon, pas Magnum, Sigma, SIPA, Gamma, voilà les grandes agences, il y a eu Keston avant, et puis il y a les agences dites de photographes, c'est-à-dire des gens qui se considèrent avant tout comme des artistes et dont l'histoire commence avec Alliance Photo avant la guerre et se poursuivra justement avec Magnum et puis ensuite avec des agences comme Vue et actuellement une agence comme Signature. Voilà un peu la filiation. Et Henri Manuel, lui, fait les deux. Parce que à la fois, il fait donc de l'agence de presse, hein, on va sur le terrain, on fait rapidement de la photo, on la donne aux journaux, et puis en même temps, lui, il fait ses portraits qu'il signe. Il signe ses portraits parce qu'il se considère comme un artiste. Donc, il est à la fois agence de presse et agence de photographe. Et puis, alors, il va commencer assez lentement, mais ça va prendre ensuite beaucoup d'importance. Il va commencer à faire de la photographie de mode. Et c'est le début, le XXe siècle, hein, c'est le début des grands couturiers. Et il va, tout au long de la période, c'est-à-dire jusqu'en 1939, de plus en plus faire des photos de mode. Alors, il y a, pour la photo de mode, il y a vraiment deux types de photos de mode. Il y a les photos de mode qui ont été réalisées par des artistes comme Madré, qui naturellement faisaient des photos tout à fait exceptionnelles qu'on retrouvait dans Vogue. Mais à l'époque, il y avait, dans l'entre-deux-guerres, il y a à peu près une cinquantaine de publications de mode, consacrées uniquement à la mode. Il faut ravitailler ces publications. Il y a des publications qui sont hebdomadaires, d'autres mensuelles, mais ça fait quand même beaucoup de photos. Et Henri Manuel, lui, il photographie pour la deuxième catégorie, c'est-à-dire ces publications qui ne sont pas des publications de haut de gamme, mais qui servent beaucoup parce que c'est encore une époque où la bourgeoisie les femmes de la bourgeoisie ont des couturières et elles voient les robes dans les magazines et elles les font reproduire par leurs couturières. Donc ces robes, eh bien, Henri Manuel, il en a photographié des milliers. Il disait, bon, je pense que c'est un peu exagéré, mais il a fait une exposition dans sa galerie où il avait mis, entre autres, tous les noms des publications avec lesquelles il travaillait et il affirmait qu'il travaillait avec 300 publications. Ce qui me semble quand même un peu beaucoup. Moi, j'en ai répertorié une centaine, ce qui me semblait déjà beaucoup, vous voyez, parce qu'il faut quand même fournir. Alors naturellement, il n'était pas seul, hein, il y avait beaucoup de monde autour de lui. Et donc, il se met à faire beaucoup de photographies de mode. Les couturiers amènent les robes chez lui. Et on photographie très vite parce que les robes sont détourées. C'est-à-dire qu'on prend l'image et on découpe autour pour qu'il n'y ait que la robe et on la présente, on la fait figurer comme cela dans le magazine, sur les pages de magazine. Et puis de fil en aiguille, naturellement, de la mode, on passe très vite à la publicité. Donc il faisait également de la publicité, vous voyez ? Voilà un peu le tour de ce studio extrêmement important qui marche très bien, disons, jusque
34 à peu près, 34, 35. Cela marche très bien. Après, pourquoi est-ce que ça marche moins bien? Ben parce qu'il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup d'agences qui vont se créer. En 34, c'est incroyable le nombre d'agences qui se créent. Et puis surtout, il y a les agences américaines qui arrivent, et les agences américaines comme Keystone, comme Wide World, comme New York Times, sont des agences qui sont beaucoup plus modernes, qui ont des façons de travailler beaucoup plus dynamiques, qui produisent des photos plus modernes, et donc la concurrence se fait sérieusement sentir. En plus, il y a une très grosse agence qui s'appelle l'agence France Presse, qui s'installe, qui a des moyens très très importants, et donc le studio de Manuel, il prend un peu de distance avec la notoriété, et il va peu à peu se perdre de son influence. Alors arrive la guerre, et Henri Manuel, il pense que bon, les affaires vont continuer. Les Allemands sont là, les affaires vont continuer. Et il dit, ben moi je suis tout à fait d'accord pour travailler avec les Allemands. C'était pas, il y en avait beaucoup, hein, vous savez, il y en a énormément qui ont dit, bon, le studio Harcourt, il a travaillé avec les Allemands, hein, et puis quand les Américains sont arrivés, il a travaillé avec les Américains. Hein. Ce n'était pas par idéologie, ce sont des gens qui disaient l'essentiel c'est de faire des affaires, peu importe avec qui on fait des affaires. Et en tout cas, il n'est pas du tout conscient de la situation, et très vite, il y a une descente des Allemands chez lui, parce que on pense qu'une de ses photos a illustré Mein Kampf. Alors ça n'a jamais été... j'ai lu cela dans les minutes d'un de ses procès, mais ça n'a jamais été démontré. Simplement, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une descente des Allemands chez lui. Puis très très vite, ben, il est juif, hein, donc vous voyez tout de suite ce que ça implique. Et là, c'est une énorme déception pour lui, parce que il est quand même très entouré du point de vue politique, et il pense que bon, il va arriver à passer entre les gouttes, mais il ne se rend pas bien compte qu'il a connu Clémenceau en 1906, et que la génération qu'il a bien connue, elle est retirée des affaires, elle n'est plus aux affaires. Et donc, ben, ça se passe assez mal. Et en plus, il est dénoncé par un de ses collaborateurs. Il est dénoncé comme juif à la Gestapo. Et c'est vraiment là c'est sûr, parce que j'ai vu la lettre de dénonciation. Vous savez, en France, on garde tout, hein. Aux archives, on garde absolument tout. Donc, j'ai vu la lettre. C'est pour faire brièvement. C'est un de ses collaborateurs, Sylvestre, qui était venu, c'était quelqu'un qui avait été gazé pendant la guerre 14, quelqu'un d'assez brillant, et qui était venu travailler chez Henri Manuel, et qui trouvait que c'était lui qui avait vraiment lancé l'agence de photographie, parce que Manuel était plus dans le studio. Mais en fait, c'est pas vraiment juste, parce que Manuel, il avait vraiment commencé le reportage avant que Sylvestre ne vienne. Mais enfin, qu'importe. Et puis, à la suite de 36, du Front populaire, tous les photographes ont demandé de l'augmentation, il y a eu des grèves, enfin bon, je fais court. Et Manuel n'a pas voulu augmenter les gens, et il a dit qu'il a licencié à tour de bras, et entre autres le fameux Sylvestre. Sylvestre l'a très 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 mal pris, et puis il y a eu des tractations, et finalement il a repris Sylvestre. Mais Sylvestre a quand même été... bon, il n'a pas oublié qu'il avait été licencié comme
Bon, et en 41, donc Manuel, eh bien, sa maison devant être arianisée, il la vend à Sylvestre. Et il vend tout, hein. C'est-à-dire non seulement l'immeuble, mais dans l'immeuble, il y a son appartement personnel. Et il est convenu que dès que la guerre sera finie, il récupérera son bien. Il se réfugie dans une propriété en province, il passe la guerre. Bon. Et en 44, voilà, c'est l'heure des comptes. Et il y a un procès et là, Sylvestre explique que le studio valait plus rien et que c'est lui qui l'a remis en route, quoi. Mais finalement, Henri Manuel ne récupérera pas vraiment son studio parce qu'il meurt tout de suite après la guerre. Ce n'est pas fini. Alors, quand même, pendant la guerre, juste encore une petite remarque comme ça, c'est que Sylvestre, donc, lui, il fait marcher le studio. Alors, c'est les bizarreries, mais vous savez, les choses sont jamais aussi manichéennes qu'on pourrait le croire. Le studio, il s'appelle Studio Sylvestre, anciennement Manuel, hein, quand même, parce qu'il faut quand même se faire... bon, mais vous savez, à Vichy, toute la propagande de Pétain et de Vichy a été faite par un juif. Alors, il ne faut pas trop s'étonner quand même des contradictions qu'il pouvait y avoir. Donc, alors, pourquoi je vous parle un peu de la guerre quand même? C'est parce que Manuel avait donc une collection extraordinaire de portraits. Et pendant la guerre, il y a cette exposition dont vous avez probablement entendu parler, qui est une exposition consacrée aux Juifs, qui est une exposition de dénonciation des Juifs. Et ce sont toutes les photos de Henri Manuel qui ont servi à être exposées pour dénoncer tous les Juifs qui étaient dans le cinéma, dans la littérature, enfin dans toutes les instances un peu dirigeantes. C'était tous des photos d'Henri Manuel. Voilà un peu l'histoire du studio Henri Manuel. Alors, donc, il y a eu deux procès. Un procès pour Henri Manuel parce qu'il voulait récupérer. Et puis, il y a eu un procès de Sylvestre pour intelligence avec l'ennemi, ce qui permet d'avoir quand même beaucoup d'informations. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que, bon, Sylvestre a été condamné, hein. Bon, il meurt. Mais le fils récupère le fonds et on le voit ressurgir dans une publication juste après-guerre. On voit que c'est pas marqué clairement, mais quand on énonce ce qu'il y a dans le fond, on comprend et qu'on connaît un peu le fond Henri Manuel, on comprend que c'est lui qui a récupéré le fond. Ouais. Voilà un peu l'histoire du fond. Alors, donc, vous avez là Henri Manuel. Hein, c'est une grande chose. Vous savez, moi, je n'avais jamais vu, ça fait 30 ans que je travaille sur bien sûr pas en permanence, mais il me suit quand même, ou je le suis. C'est plutôt moi qui le suis, parce que le pauvre, il n'est plus en état, mais ça fait 30 ans que je suis cette histoire. Je n'avais jamais vu son portrait. C'est Madame Lantignac qui me l'a montré pour la première fois. Vous voyez, c'est assez extraordinaire. C'est une des joies de la recherche, c'est qu'on n'a jamais fini, en fait. Alors, il faut que je mette mes lunettes parce que là, je ne vois rien du tout. Voilà. Alors, là, vous avez le recto et le verso, vous voyez, de la carte de presse de Monsieur Henri Manuel, directeur de la maison Henri Manuel. C'est assez intéressant parce que il ne met ni studio ni agence.
Mais j'avais dans d'autres temps travaillé très longuement sur un romancier, Balzac pour ne pas le nommer, et dans sa correspondance, Balzac ne s'appelle jamais romancier, jamais. Alors vous voyez, lui c'est pareil, il est pas, c'est ni l'un ni l'autre. Ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que là on est en pleine guerre, et qu'il a quand même une carte de presse qui lui permet, c'est ce qu'on appelle plus familièrement un coupe-fil, hein, d'ailleurs à sa voiture, de couper les fils s'il n'y a pas empêchement de force majeure. Donc là, on a... Alors ce qui est bien, c'est que cette carte-là, où il y a le nom, on est sûr que c'est bien Henri Manuel. Parce que quelquefois, on a des photos, les gens vous disent que, et puis finalement, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Alors, voilà un autre laissez-passer un peu plus tardif, hein, de 19. Alors là encore, photographe. Alors là, il se met directeur du journal. Voyez, et il était quand même dans une association, parce qu'il y a pas de syndicat, mais ça c'est un peu l'équivalent d'un syndicat, et il est dans une association de presse, jamais de photographe. C'est-à-dire qu'il s'inscrit quand même dans l'histoire de la presse. Et là, au Sénat, donc c'est là ce qui lui permettait d'aller faire des photographies, à la fois de reportage, de lier connaissances avec des personnalités et ensuite de les photographier. Alors là, nous rentrons dans le vif du sujet. Alors là, c'est une photo vraiment très intéressante parce que c'est une photographie de l'illustration, hein, du 12 mai 1906. Donc là, on a vraiment la photographie publiée, c'est-à-dire la fonction de l'agence de presse là est bien mise en valeur parce qu'on a une photo in situ, contrairement à d'autres portraits que vous allez voir ensuite, qui sont des portraits qui, eux, ont été réalisés dans l'appartement même, ici même, ou ensuite dans la propriété de Clémenceau. Là, il est vraiment in situ. Il a attendu pas mal de temps. Clémenceau l'a fait attendre assez longtemps, histoire de dire que, bon, lui, c'est quand même la personnalité et on n'a quand même qu'un petit photographe. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que il n'y a pas la considération qu'il peut y avoir maintenant pour les photographes. À ce moment-là, les grands couturiers comme les photographes, ce sont des gens qui sont extrêmement méprisés. Ils n'ont rien de... Il n'y a aucune reconnaissance des photographes. Aucune reconnaissance. Et ça va durer très longtemps, même encore après la guerre, même encore après 45. Donc là, c'est vraiment celui dont on a besoin. En même temps, vous voyez comment la photo est organisée. Et là, on voit le grand professionnalisme d'Henri Manuel, qui certes fait du reportage, mais on a quand même là le portrait in situ qui est extrêmement bien organisé. On a l'homme Clémenceau en majesté, on a un collaborateur qui donne de la vie. Parce qu'il faut faire du reportage. Justement, c'est pas un studio, c'est naturellement tout est posé, hein, parce qu'à ce moment-là, en plus, ça c'est quand même des photos qui sont faites encore à la chambre. Hein. Donc
on est vraiment dans la pose, mais on a vraiment l'impression que le collaborateur est en train de lui lire quelque chose. Et puis, on a la majesté des lieux. Alors, l'importance du bureau qui, naturellement, corrobore l'importance du personnage, c'est-à-dire un bureau immense, un bureau d'un homme qui vient tout juste de prendre ses fonctions, mais quand même qui est en plein au travail. Hein. Ce n'est pas un bureau où il n'y a rien. On a beaucoup de choses et de documents sur la table. Il y a plusieurs affaires en route, semble-t-il. Et puis il y a la présence immanente du temps avec l'horloge derrière, le comment. Enfin, vous voyez, cette photographie est vraiment une photographie qui en impose, quoi. Et ça va permettre, c'est à l'époque où on ne parle pas encore de communication, mais on est en plein dans cela. C'est une photo de communication. Hein. Il vient d'être nommé ministre de l'Intérieur et il est présenté. Alors, ce qui est intéressant, je vous ai dit, hein, ça c'est vraiment, dans l'illustration, à cette époque, il y a très peu de photographies où on a le nom du photographe en dessous. Vous voyez, et vous l'avez en bas à droite, hein, vous avez cliché manuel, en bas à droite de la photographie. Et pour vous donner une idée quand même, l'illustration, c'était un immeuble complet aussi. Le directeur de la photographie avait un étage et demi plus la terrasse où il y avait un studio pour lui, pour travailler l'illustration. Bon, son nom l'indique bien. Eh bien, dans l'ours de l'illustration, il n'y avait pas le nom du directeur de la photographie. Celui qui s'occupait de la photographie, qui s'appelait Emmanuel Souget, eh bien, il n'est pas dans l'ours. C'est pour vous dire le peu d'intérêt qu'on porte aux photographes. C'est une époque où la presse s'est menée par des gens de plume. Et la photo, c'est pour ceux qui ne savent pas lire, hein, en gros. Mais globalement, quand même, l'illustration, il y a beaucoup de photos. Et là, vous voyez, Henri Manuel, il impose son nom. Alors, je vous ai mis quelques autres photographies pour vous montrer qu'il n'y avait pas que Clémenceau qui était photographié, et pour bien situer, vous voyez, la clientèle qu'il pouvait avoir, parce que c'était une clientèle, hein, au bout du compte. Alors, clientèle n'est pas le mot peut-être approprié, parce que en fait, en général, quand Marie Curie venait, ou qu'il allait plutôt, parce qu'elle n'avait pas le temps de se déplacer, cette dame, mais quand il photographie Marie Curie, bon, il lui offre les photos. J'ai eu le bonheur de voir toutes les photos qui existent au musée Curie, j'en ai fait l'expertise, donc je les ai toutes vues les unes après les autres, tous les portraits de Marie Curie, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Et c'est un portrait vraiment exceptionnel parce que c'est un portrait où elle n'est pas guindée. Alors, elle ne sourit pas parce qu'elle ne sourit jamais. Marie Curie ne sourit jamais. Je n'ai vu aucune photo d'elle et je vous dis, j'en ai vu 7000. Elle ne sourit jamais. Mais quand même, je trouve que ce portrait est vraiment très vivant et pas du tout portrait de studio. Alors, voilà une autre, vous voyez, j'ai mis deux portraits extrêmes. Joséphine Baker. Ça vous montre l'étendue de la diversité des gens qu'il pouvait rencontrer. Voilà, Joséphine Baker,
En fait, il photographie tous les gens dont la presse a besoin de portraits. Hein. C'est aussi simple que cela. Alors, une autre photo pour vous montrer qu'il faisait du reportage. On est en 1910, là, ce sont les inondations de Paris de 1910. Et vous voyez des photos comme celle-ci. Elles servaient non seulement à la presse, mais elles étaient publiées en carte postale. On faisait à l'époque beaucoup de cartes postales. En fait, dans la presse, c'était encore très très compliqué de publier des photos, donc c'était très très rare. Mais en revanche, parce qu'on ne pouvait pas publier en même temps du texte et de la photo, et c'était très compliqué. Mais en revanche, dans les cartes postales, c'était très bien parce qu'on publiait sur des photos, c'était des cartes postales photos hein, qu'on retrouve encore quand il y a des amateurs qui collectionnent ce genre de photographies. Et en fait, c'était des cartes avec du papier d'un côté qui était imprimé et de l'autre côté, vous aviez une surface sensible qui vous permettait de mettre une photographie. Donc, vous voyez là le reportage, les gens, les Parisiens qui sont sur des planches pendant les fameuses inondations de 1910. Alors là, je vous ai dit qu'il avait travaillé pour les institutions et il a fait deux très très grands reportages. Un reportage sur les hôpitaux, mais surtout un reportage sur les prisons entre 1931 et 1932. Et il a photographié absolument toutes les prisons françaises. À Paris, en région parisienne et dans toute la France, et non seulement les prisons, mais aussi les lieux où étaient rassemblés les mineurs. Et aussi ce que l'on appelait à l'époque les maisons de redressement pour les jeunes, et où étaient mélangés à la fois des pupilles, qui n'avaient plus de parents, et alors on les mettait là, et puis des jeunes qui avaient déjà commis des vols ou différentes actions prohibées. Donc, il va photographier toutes ces institutions, et c'est assez intéressant parce que c'est une commande du ministère de la Justice, et naturellement, c'est une commande pour montrer que, parce qu'il y avait une campagne de dénigrement des prisons. Déjà à l'époque, on disait qu'elles n'étaient pas très bien entretenues, qu'il y avait une surpopulation, enfin, tout un discours qu'on entend encore beaucoup, mais qui était déjà présent à l'époque. Et donc là, le reportage, c'est naturellement un reportage pour montrer que non, tout va bien dans les prisons. Et donc, vous voyez, là, on peut constater que tout le monde a des vêtements qui ont été repassés du matin, bien propres. Hein. Tout est au cordeau. Mais même quand tout est au cordeau, ça nous montre quand même une réalité, parce qu'il y a une réalité qu'on ne peut pas nier. Et donc, ce sont de formidables reportages sur toutes ces incarcérations. Alors vous avez, tout est passé en revue. Hein. Là, c'est le côté sanitaire, mais il y a il y a le travail, il y a la détention, il y a ce qu'on appelait les cages à poules, les gens qui étaient incarcérés dans des blocs en bois à l'intérieur de salles. C'est des choses assez atroces. Enfin, il y a vraiment, même si c'est très mis en scène, hein, quelquefois on voit des petites filles, alors elles ont des tabliers bien repassés, puis elles ont du blé dans leur tablier, puis elles jettent du blé aux poules, là, comme ça, parce que elles ont 5 ans, 6 ans, et elles sont incarcérées quand même, c'est quand même une prison. Hein. Alors, voilà une autre image.
Voilà, ça c'est que ça montre, vous voyez, ça c'est la Petite Roquette, qui est une prison que vous avez pu connaître parce qu'elle était encore présente dans les années 80. Elle a été détruite très très tardivement. Et là, bon, il y a quand même une réalité, vous voyez, à la fois le poêle à bois, les gardiens, les serrures. Enfin, on a beaucoup d'informations. Alors, ces reportages étaient mis ensuite sous forme d'album. Alors, vous pouvez en voir un ici dans l'exposition. Hein, il est exposé, vous avez beaucoup de chance parce que vous avez vraiment dans cette exposition des documents de première main qui sont absolument passionnants. Et là, on voit comment c'est fait, vous voyez, c'est quand même très rudimentaire. Ça a été fait à la main. Il avait du personnel dans son immeuble. Il y avait une place qui était dédiée à faire ces albums. C'était une sorte de carton, hein, et puis c'était écrit à la plume, et les photos à l'intérieur sont collées. Alors, il y avait, pour les reportages, pour chaque prison, il y avait des albums. Je les ai consultés dans un musée de la prison. Je vais comme ça de musée en musée. Et puis, là, je vous en parle parce que pour les personnalités, on faisait ça aussi. Et donc, Clémenceau a eu droit, lui aussi, à un album comme ça. Alors, voilà, nous rentrons vraiment là dans le vif du sujet et nous avons ici toute une série de photographies de Clémenceau qui ont été réalisées. Alors, d'abord en 1906 et puis après vers 14, vers 17, hein, et puis ensuite on va avoir beaucoup de photographies chez lui. Là, c'est le cas. Vous voyez? Alors là, vous voyez la différence avec la photographie publiée dans l'illustration. Hein. C'est-à-dire que là, on a véritablement un portrait dit portrait en studio. Un portrait en studio. Alors, faut bien considérer qu'à l'époque, il n'y a pratiquement pas d'éclairage. Il n'y a pratiquement pas d'éclairage parce que on n'a pas encore de lampe pour. C'est au tungstène et le tungstène, c'est effroyable. C'est pour dehors. Ça fait de la fumée. Enfin, c'est pas très très pratique. Alors là, de toute façon, donc c'est que de l'éclairage naturel. Vous voyez que il pose, et là, ce qui est intéressant, c'est que, encore une fois, il est à la table de travail. À la table de travail, et que c'est pas une table de travail où il y a peu de choses. On voit bien que c'est quelqu'un qui est très actif. Il y a beaucoup de documents. Alors là, il est beaucoup plus vieux, toujours chez lui. Et alors, il est sur ce bureau tout à fait extraordinaire. Moi, j'ai été tellement subjuguée par le bureau de Clémenceau, qui est vraiment remarquable dans son style et sa fabrication. Et là, lors de la retraite a sonné quasiment, et on le voit, ce qui domine maintenant, ce ne sont plus, on voit que il n'y a plus le travail, quoi. Ce sont les livres, c'est l'univers intellectuel, hein, c'est-à-dire celui de la réflexion. On est passé du temps de l'action au temps de la réflexion. Donc, on a là encore un portrait assez. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des portraits qui sont faits à la chambre, c'est-à-dire qu'on a un très grand négatif.
un très grand négatif qui permet d'avoir naturellement beaucoup de détails sans agrandir. Et quand on agrandit, on n'est pas obligé de beaucoup agrandir, donc on garde un piquet tout à fait intéressant. Alors là, vous voyez, on repasse à autre chose. Hein, souvenir des fêtes de la libération d'Alsace-Lorraine, félicitations présidentielles au maréchal Pétain. Et là, donc, on est dans le reportage, vous voyez, et on est dans le reportage et sur le terrain. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on a beaucoup d'informations dans cette image parce que à la fois on a le personnage central, hein, donc Pétain, mais Clémenceau est là également. Et puis on a l'armée, on a au deuxième plan, on a le public, et sur la droite enfin vous c'est oui, si, c'est à droite aussi. Sur la droite, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le photographe, vous voyez, et ça vous donne tout de suite une idée de la façon dont on fait du reportage. Vous voyez, c'est compliqué, hein. On arrive avec un magasin. Hein. En général, c'est des magasins, c'est-à-dire un magasin, c'est une boîte dans laquelle on met des plaques de verre, hein, et qui sont des plaques sensibilisées et qu'on va mettre dans la chambre. Et ça va durer cela pendant encore un certain temps. Hein. Les appareils avec des films existent déjà, hein, ils existent. C'est pas qu'il n'y a pas d'autres types d'appareils, mais les professionnels continuent à faire cela. Il va falloir attendre l'arrivée du Leica pour que les professionnels aient d'autres types d'appareils. Alors, ce qui est intéressant aussi, ce que vous voyez, c'est que tout de suite, hein, Henri Manuel photo. Hein, là, on n'y échappe pas. Il a toujours. Et puis, Dix Paris, Dix Paris, c'est quoi? C'est l'éditeur. Parce que là, on est dans des photos qui sont vendues en carte postale. Hein, et naturellement, ça se vendait. C'est un peu, ça correspond, si vous voulez, un peu aux numéros spéciaux que peuvent faire les publications de la presse régionale quand il y a une personnalité qui vient et puis on fait un numéro et puis on le vend. Et là, on faisait des cartes postales et puis des albums. Naturellement, l'album que je vous ai montré, on a fait des albums comme ça qui étaient naturellement offerts. Les albums ne sont pas vendus, hein, ils sont faits en peu d'exemplaires et sont toujours offerts. Alors là, vous avez les trois photographies. Alors, à la fois celles que nous venons de voir, et ce qui est intéressant, c'est que vous avez Henri Manuel, il est entouré avec un cercle, enfin c'est pas un cercle, un ovale rouge, hein, pour que vous le reconnaissiez. Eh bien, il est dans les invités. Il est dans les invités. Vous voyez tout de suite, oui, il était l'invité certainement de Clémenceau ou d'autres, ou de Pétain, je ne sais. En tout cas, il est dans les invités, mais naturellement, il a envoyé ses collaborateurs et le collaborateur n'a pas manqué de photographier son patron. Et donc, c'est intéressant parce que on voit aussi là comment il y a des photographes au premier rang, mais lui, il n'a pas d'appareil. Hein. Lui, il est invité, ce qui montre son statut quand même. En plus, il avait la chance d'être très grand, donc il domine un peu la situation.
Alors là, on passe à une toute autre époque. Là, on est plus que dans dans la retraite, hein. C'est à Saint-Vincent-sur-Jard, c'est sa maison où il se repose, ça a été sa résidence secondaire. Et là, on voit vraiment le monsieur qui est âgé, mais qui est quand même dehors. Et ce qui est intéressant, c'est que Henri Manuel s'est quand même déplacé. Hein, c'est pas, je ne sais pas, c'est à combien de kilomètres à peu près de Paris, ça 550, oui. Eh bien, vous voyez, c'est quand même, il est venu, hein, il est venu pour faire le reportage. Et donc là, il y en a pour presque 2 jours, hein, parce que ça, c'est quand même en voiture, on n'allait pas très vite. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que Henri Manuel dit qu'il est fatigué parce que bon, quand on se déplace comme ça, c'est pas pour faire une photo. Donc, il a fait de nombreuses photos. Hein. Je vous en présente 2 ou 3 là, mais il y en a eu certainement beaucoup plus qui ont été faites. Alors le voilà. Alors, vous voyez, il n'est pas venu tout seul. Hein. Il n'est pas venu tout seul. Il est venu avec au moins un collaborateur, pardon, un assistant. Et là, vous avez le jardin et Clémenceau est quand même au centre. Hein. Si vous faites 2 diagonales, il est pile au centre. Hein. Et sur le côté, mais quand même, on le reconnaît très très bien. Hein. Il n'a pas tellement vieilli là. Henri Manuel, qui voulait figurer à côté de cette sommité. Et alors, vous avez la signature Henri Manuel. Alors, si vous comparez la signature de Henri, peut-être vous l'avez plus bien en tête, mais sur quand il y avait sa carte de presse, il avait une écriture très 19e siècle, un H très 19e siècle. Et regardez la modernité de Henri Manuel et regardez le H. C'est assez extraordinaire parce que vous la voyez pas, vous n'arrivez pas à la voir. En tout cas, le H, il est là, le H. On ne le voit pas bien là. Là. Il est là. Le H, c'est exactement le H de Harcourt. C'est le H c'est exactement le même. J'ai vraiment étudié. Je peux vous dire, je les ai mis les uns à côté des autres. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Cosette Harcourt, elle travaillait chez les frères Manuel. Et je ne sais pas si elle a eu en tête cette histoire de cette signature d'Henri Manuel, parce que, bon, vous savez, ils se voyaient, hein, ils étaient dans le même métier, bon, ils se fréquentaient, donc, puis elle vraiment, c'était une femme qui n'avait pas ses yeux dans les poches, hein. Et donc, je ne sais pas si elle a eu cette idée du H comme ça, mais ce H qui se transforme, qui se modernise, hein, ce trait du H comme ça, c'est assez extraordinaire. Alors, vous voyez toujours, ben là, peut-être vous le voyez mieux, non? Vous ne voyez pas mieux le H2. C'est fait au fusain, vous savez, c'est fait au fusain, c'est signé au fusain. Alors là, vous avez la photo, elle est montée hein, sur carton,
est signé, vous voyez, et c'est la photographie avec l'automobile de Clémenceau, qui, paraît-il, aimait beaucoup faire de la vitesse et aimait beaucoup l'automobile. Hein. J'ai lu des anecdotes sur ce monsieur qui trafiquait un peu le compteur, si j'ai bien compris. Voilà donc voilà, là, une photo encore à l'intérieur. Alors, bon, vous voyez quand même que la maison, c'est quand même assez modeste, hein, comme maison de campagne. Bon, il l'a fait asseoir parce que, quand même, ça durait toute la journée, hein, la séance. Là, bon, toujours la même photo, vous voyez, en même temps que les photos, bon, bah, elles peuvent s'abîmer. Hein. Alors, encore une autre, là. Vous voyez, avec là, c'est ça, c'est un cache que l'on mettait sur les négatifs pour tirer le manuel, là, cette fois-ci. Alors là, bon, bah, c'est la marque de son influence pendant la guerre 14. Alors là encore un portrait, hein, tout ça c'est la même série chez lui, pardon, dans sa maison de campagne. Alors là, en couleur, mais ça n'est pas un autochrome, hein. C'est une photo qui est colorée, hein, on voit très bien, hein, que ce n'est pas un autochrome. Alors voilà une autre photo. Vous voyez, quand je vous ai parlé de publicité, c'est quelque chose qui, moi j'étais un peu étonnée quand même. Vous voyez, vous imaginez comment avoir le président Sarkozy ou le président Macron à la place de Clémenceau, là. Il y a eu d'ailleurs, hein, il y a eu procès, hein, il y a eu une photo comme ça qui était du président Macron qui était prise pour une publicité pour de l'aviation, pour une compagnie d'aviation, et il y a eu un procès, ils ont perdu, hein, ça a été vite réglé. Mais là vraiment, et alors vous voyez, il y a le pot de colle sur le bureau, hein. Et en fait, pourquoi est-ce que c'était possible? Parce que après avoir vu cette photo, j'ai fait des recherches quand même parce que j'étais tellement éberluée que... Alors, vous voyez aussi la signature, hein, Henri Manuel, là, elle est encore là, hein, elle est ici. Hein. Ah oui, parce qu'on peut faire du commerce, mais quand même, les artistes demeurent. Et c'est qu'à l'époque, il n'y a pas de droit à l'image. Vous n'êtes pas, une fois que celui qui est propriétaire, c'est celui qui est propriétaire de la photo, celui qui fait la photo. Donc après, quand on est propriétaire de la photo, on peut en faire ce qu'on veut. Donc voilà ce qui explique. Hein, mais il y a quand même le président. Hein, c'est pas. Mais en même temps, pour montrer que attention, cette colle, elle n'est pas utilisée par n'importe qui. Quoi. Alors c'est une photo recadrée, mais quand même, voilà. Je pense que Clémenceau n'était pas réjoui de voir cela, mais on ne pouvait rien dire. Alors voilà. Encore, parce que, et avec des photos, là, vous voyez, procédé Astracolor, là, cette fois-ci, c'est pour faire de la publicité pour un procédé de photo.
Et puis, il y a comme ça beaucoup de... Alors, des cartes postales extrêmement patriotiques, hein, qui étaient vendues. On faisait vraiment du commerce avec le portrait de Clémenceau pendant la guerre. Alors, ça, c'est autre chose. Ça montre le côté très professionnel, au bout du compte, d'Henri Manuel. C'est-à-dire que Henri Manuel était persuadé que Clémenceau allait être président de la République. Donc, il a fait un montage, c'est un montage, hein, il suffit de prendre, parce qu'ils avaient tous à peu près la même corpulence, ils étaient tous présidents à peu près au même âge. Donc, ils ont pris le corps d'un président de la République et on met la tête de Clémenceau. C'est un montage très très simple à faire, hein. Et donc, pour être sûr qu'au moment même où on annonce que Clémenceau est président de la République, eh bien, ça y est, les journalistes sont dans la salle de presse, la photo est là. Manque de chance, ce fut Deschanel. Donc, il n'y a pas eu de... C'est resté. Alors c'est intéressant qu'elle soit restée, qu'il y ait des traces de cette photo, parce qu'il n'a pas dû s'en vanter beaucoup, il n'a pas dû y avoir beaucoup de photographies, mais quand même, bon ben voilà comment ça s'est passé. La photo n'a pas été publiée. Et voilà une dernière photo de Clémenceau, toujours avec son calot, et toujours un peu triste quand même en même temps. On sent que cette séance a dû l'épuiser, hein. Ça a dû être assez long, parce qu'il faut bien vous imaginer que les temps de pause étaient quand même longs. Les plaques sensibles ne sont pas très sensibles, hein. Et puis, mais il l'a mis dehors parce qu'il y avait de la lumière, c'était beaucoup mieux qu'à l'intérieur. En même temps, il l'a assis parce qu'il n'en pouvait plus. Voilà, donc un peu quelques images sur Clémenceau et sur le studio. Si vous avez des questions... Juste une petite question qui n'est pas... Ah oui, parce que j'ai un peu oublié, je suis désolée Madame de Noyel, vos titres, vous êtes professeur des universités émérite, historienne et experte en photographie. Ouais. Et grande experte d'Henri Manuel. Alors, je voudrais juste préciser, c'est que la boîte de Grillfix, vous pouvez aussi la retrouver sur la table de la chambre de Clémenceau, parce que Clémenceau, effectivement, s'en utilisait. Il faut savoir qu'il y a une autre publicité, mais je ne pense pas que ce soit Henri Manuel, où à un moment donné, effectivement, ils reprennent la photographie de la table de la chambre, et ils font, voilà, le président Clémenceau utilisait également du Grillfix. Et à la mort de Clémenceau, donc le musée devient l'appartement devient un musée, et il faut imprimer des cartes postales pour la librairie. Et la fondation va faire appel à Henri Manuel pour faire les cartes postales. Ouais. Voilà. Et maintenant, je laisse les questions. Moi, c'est pas une question très intéressante, c'était juste. Vous avez parlé de sa vie professionnelle, mais il était marié. Oui. Alors. Je sais pas, juste pour cerner un peu l'homme derrière le... Il était marié, mais il n'a pas eu d'enfant. Il n'a pas eu d'enfant, ce qui explique que personne s'est vraiment occupé du fond après, et que c'est Sylvestre qui l'a récupéré. En matière de mode, est-ce qu'il avait des couturiers qu'il a suivis, des couturiers prédilection qu'il a suivis? Et ensuite, seconde question, quelqu'un ce matin, à qui je parlais de la réunion ce soir, me disait qu'il pouvait avoir photographié
des, des décors de théâtre. Oui, oui. Oui, 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 absolument. Oui, oui, oui. Oui, oui, ah oui, c'était quelque chose qui se faisait beaucoup, cela, photographier les premières des pièces, exactement comme le faisait Roger Violet. Il faisait également. Alors, sur les couturiers, oui, moi j'ai répertorié tous les couturiers qu'il a dont il a photographié les robes, Chanel, Paquin, Lelon, tous, il y en a une trentaine, hein, parce qu'il y avait beaucoup de grands couturiers à l'époque. Oui, Vous avez évoqué les prises de vue qui deviennent des cartes postales. oui. Et est-ce que pendant la Première Guerre mondiale, l'agence photographique Henri Manuel s'est occupée de ce créneau qui consistait à transformer en carte postale les prises de vue des engagés, des soldats, qui sont envoyés ensuite à leur famille? Alors, il a laissé ça à d'autres photographes moins connus? non, je pense qu'il s'occupait que de sa production. Non, non, il s'occupait que de sa production. D'ailleurs, vous voyez, il y a un éditeur. Il se dit éditeur, mais pour le peu de photos de cartes postales que j'ai vues, c'est pas lui qui est édité. Mais la carte postale, c'était vraiment, il en a fait beaucoup, hein, il en a fait énormément. Mais il en reste pas beaucoup parce que moi, j'en ai pas. J'ai travaillé sur un autre photographe, un photographe diepois qui s'appelait Georges Marchand. Et j'en ai trouvé pas mal des photos de ce photographe. Alors que pour les cartes postales, toujours, d'Henri Manuel, je n'en ai pas beaucoup trouvé. À propos de la formation d'Henri Manuel, oui. Des informations? Non, 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 je n'ai pas. Vous savez, pour raconter toute cette histoire-là, globalement, ce qui m'a d'abord servi vraiment beaucoup, c'est que j'ai eu accès aux archives nationales à l'ensemble des procès. Alors, d'ailleurs, bon, ça a évolué parce que j'ai d'abord eu accès au premier procès, c'était le procès pour restitution de spoliation. Donc, Manuel est présenté comme le juif qui a été spolié. Et puis, mais bien après, j'ai eu en main le procès, cette fois-ci, de Sylvestre. Lui, pour intelligence avec l'ennemi. Alors, c'était autre chose. Et naturellement, là, Sylvestre, il présente Henri Manuel d'une autre façon. Donc, on a un autre éclairage. Et c'est là, par exemple, que j'ai appris que Henri Manuel, il était tout à fait d'accord pour travailler avec les Allemands. Et puis ensuite, j'ai été appelée par un conservateur du musée des prisons qui m'a fait découvrir tous ces reportages sur les prisons. Donc c'est là où j'ai vraiment encore connu d'autres choses. Et puis ensuite, au musée Marie Curie. Enfin, au musée Curie, plus exactement, parce que c'est pas uniquement le musée Curie. J'ai découvert là d'autres photos d'Henri Manuel. Vous voyez, c'est comme ça que c'est au fur et à mesure, parce que il a vraiment, c'est un studio, c'est beaucoup de monde. Donc il a énormément travaillé. Mais c'est un fond qui a été totalement dispersé, comme je vous l'ai dit au début. Et dont j'ai lu qu'il y avait, il y avait des camions qui étaient chargés de plaques de verre parce que, bon, personne n'en voulait. J'ai été appelée une fois par un commissaire-priseur, oui, un expert auprès d'un commissaire-priseur, qui me dit, ah bah écoutez, Madame de Noyelles, là on a un lot de plaques d'Henri Manuel. Bon, alors, c'était absolument magnifique. On aurait dit des Lartigue.
C'était, il y avait, vous savez, ces femmes au bois qui avaient ces chapeaux immenses, ces robes longues là, dans au début du siècle. Là, il a photographié ça. Je voyais ces photos, c'était extraordinaire. Mais c'était des plaques, c'est-à-dire c'est que des négatifs. Et alors il me dit, vous savez pas ce que je peux en faire? Ben, je lui dis, écoutez, voilà un peu les institutions qui ont déjà du Henri Manuel, vous voyez, mais alors finalement ça n'intéressait aucune institution. Celui qui l'a acheté, c'était vraiment pour presque rien. Alors je revois ce commissaire-président parce que j'ai été dans une autre vie expert près de la cour d'appel et je traînais dans les salles de vente pour être un peu au courant des prix des choses. Et je demande alors, bon, qu'est-ce qui a acheté ces plaques? Alors on me dit, ben, figurez-vous que celui qui a acheté les plaques, ça a été payé avec un chèque en bois. Donc, je vais les remettre en vente et dans la deuxième vente, elles n'ont pas été vendues. Vous voyez, c'est pour vous dire, ben oui, mais bon, c'est comme ça. Ah ben elles ont dû être retournées à celui qui les avait. Dans ces cas-là, puis bon, puis voilà. Puis après, vous savez, on perd souvent dans les salles de vente. J'aimerais savoir parce qu'il y a des choses qui m'intéressent, où est-ce que ça va, etc. Mais bon, voilà. Les frères de Manuel n'ont pas été intéressés. Pardon? Les frères de Manuel n'ont pas été alors, vous savez, les frères Manuel, alors les deux frères, c'est très très étrange parce que les deux frères, alors je les perdais vraiment en 39. Je ne sais pas ce qu'ils deviennent. Moi, pendant un moment, je me disais, ils ont dû finir dans un camp, ils ont dû finir leur vie à Buchenwald ou à Ravensbrück, je ne sais. Et pas du tout. Je les ai retrouvés en 63, mais toujours comme ça, par hasard. Je les ai retrouvés sur du papier, naturellement. Mais je sais pas ce qu'ils sont devenus. Eux, on sait beaucoup moins sur eux. C'est très compliqué parce que eux, ils avaient un autre versant. Ils étaient plus artistes qu'Henri Manuel. C'était quand même bon. Il signait ses photos, mais c'était un homme quand même un businessman aussi. Hein. Les autres, ils étaient à moitié antiquaires et à moitié studio portrait. Vous voyez, c'est déjà, ils vendaient des meubles en même temps. Enfin, et au départ, quand on regarde les publicités, ils semblent avoir beaucoup plus de moyens qu'Henri Manuel. Puis après, ben, bon. Mais Gel Manuel, ils ont bien travaillé aussi jusqu'en 39. Une autre question? Une dernière question? Non? Eh bien, je vous remercie pour votre attention.